Bienvenue dans VitalisCast, le podcast des hommes en quête de vitalité, de sens et de résilience. Je suis Bastien, le druide moderne, et ici on explore ensemble la santé holistique masculine. Corps, cœur et esprit. Chaque semaine, je te partagerai des clés ancestrales et modernes pour bâtir un corps solide et forger un esprit résilient. Mon but, te donner les meilleures armes pour survivre et t'élever dans la jungle moderne. On dit souvent qu'avoir un enfant, c'est le plus beau moment de la vie. Et honnêtement, ça l'est vraiment. Mais ce qu'on dit moins, c'est à quel point c'est aussi le plus déstabilisant. Devenir père, c'est littéralement entrer dans une nouvelle ère de ta vie. Fini les matinées calmes, fini les routines stables, place au chaos. Ton corps est fatigué, ta charge mentale augmente, ton temps pour toi devient quasi inexistant, et pourtant il faut continuer à avancer. Dans cet épisode, je te partage ma stratégie pour survivre face au chaos pendant les 4 premiers mois de ma paternité, comment j'ai adapté mes routines avec mon fils, comment j'ai maintenu ma vitalité malgré la fatigue, comment j'ai trouvé ma place en tant que père, comment j'ai créé le lien avec mon fils, et comment j'ai entretenu la connexion avec ma partenaire. Et peu importe si tu n'es pas père ou si tu ne veux pas d'enfant, car si tu es dans une situation chaotique à l'heure actuelle, par exemple un burn-out, une surcharge mentale, une transition de vie importante, sache que dans cet épisode, je te partage une stratégie concrète pour maintenir le cap en plein milieu de la tempête. Je te souhaite une belle écoute. On se retrouve dans ce podcast pour parler de la suite du premier chapitre, donc du premier épisode dans lequel j'abordais le chapitre le plus difficile de ma vie. Et aujourd'hui, un nouveau chapitre commence, puisque la page est enfin tournée avec ce qui s'est passé précédemment. Donc si tu connais pas l'histoire et que ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le premier épisode. T'as pas besoin d'aller le voir pour comprendre ce dont je vais parler aujourd'hui. Mais voilà, si ça te donne envie de comprendre un petit peu plus la situation dans laquelle je me suis trouvé il y a 2 ans et de comprendre un petit peu le contexte dans lequel je commence ce nouveau chapitre de ma vie, eh bien, je t'invite à aller voir ce premier épisode. Donc, dans cet épisode aujourd'hui, j'ai envie de parler de la paternité et aussi de comment apprendre à survivre au sein d'un environnement qui est complètement chaotique. Parce que oui, il faut le dire, avoir un enfant, c'est la chose la plus magnifique au monde, mais c'est aussi le début d'une phase de chaos. Quand un enfant arrive au monde, les nuits sont complètement hachées, il n'y a plus de rythme du tout, et ça chamboule complètement notre manière de voir les choses. Ça chamboule nos habitudes, et du coup, il faut un temps d'adaptation. Et ce que j'ai envie de partager ici, c'est ma manière, comment j'ai fait pour m'adapter à cet environnement chaotique, pour survivre entre guillemets, en tout cas essayer de garder, de maintenir une bonne vitalité, parce que avoir une bonne vitalité, c'est pas simplement pour soi-même, c'est pas simplement quelque chose d'égoïste, c'est aussi pour pouvoir mieux servir les autres. Et en l'occurrence, ma femme et mon fils. Donc, quand mon fils Aiden est arrivé donc le 19 mai dernier, au début, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été le manque de sommeil. Parce que ma chérie allait mon fils et si vous ne le savez pas, en fait, un nourrisson va allaiter à peu près, va téter à peu près toutes les 1 à 2 heures, en journée comme de nuit. Donc en fait, votre nuit, elle est complètement hachée. Et pendant 1 mois, j'ai essayé de dormir encore avec ma chérie et mon fils, voilà, de passer la nuit ensemble. Je pensais pouvoir apporter mon soutien de cette manière-là, mais en réalité, c'était contre-productif. Parce que ma chérie, elle, c'est sûr, elle ne pouvait pas avoir des nuits complètes, puisqu'elle doit allaiter toutes les 1 à 2 heures. Moi, de mon côté, si je restais avec elle, en fait, pendant la nuit, et avec mon fils, j'allais avoir aussi une nuit complètement hachée, et j'allais commencer ma journée complètement crevée, incapable de travailler, et mon humeur aussi était impactée, et en fait, tout ça était complètement... c'est un cercle vicieux, puisque ça allait aussi réduire mes capacités à soutenir ma chérie et mon fils, à m'occuper de lui, et créer des tensions aussi au sein du couple.
Donc ce que j'ai décidé de faire, la première chose, c'est en fait, de faire chambre à part. Le temps que mon fils trouve un rythme plus régulier, qui est moins de tétés pendant la nuit, qui a un sommeil moins haché. Et même si certains peuvent penser que c'est égoïste, encore une fois, ça l'est pas du tout, parce que c'est ce qui m'a permis de retrouver une bonne vitalité, parce que comme vous le savez, le sommeil, c'est un des piliers fondamentaux de la santé. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai décelé 7 de piliers, je vous en parlerai. J'en parle plus en détail en fait dans mon atelier Vitalité masculine. À l'heure actuelle, c'est encore l'ancienne version. Je suis en train de travailler sur une autre version où j'inclus les 7 piliers, parce qu'à la base, j'avais identifié uniquement 4 piliers de la vitalité, et en particulier de la vitalité masculine. Et donc le pilier du sommeil, il est fondamental, et je dirais même que c'est peut-être le pilier le plus puissant de tous. Parce que ça interagit avec toutes les autres dimensions, avec tous les autres piliers. Si vous dormez mal, vous êtes de mauvaise humeur, vous n'avez pas d'énergie, du coup vous allez avoir la flemme de vous entraîner, vous allez avoir du mal à récupérer, vos hormones vont être complètement dérégulées, vous allez avoir le cortisol qui va augmenter, vos niveaux de stress qui vont augmenter, l'anxiété également. Vous allez avoir aussi une digestion qui va être impactée. Donc s'il y a bien un pilier qui est fondamental, c'est le sommeil. Donc pendant le premier mois, j'ai essayé de tenir le coup, mais c'était impossible. Donc j'ai très vite pris la décision de faire chambre à part, et heureusement que je le pouvais. Donc voilà, dans ce moment je dors dans le salon, sur un canapé convertible. C'est pas le plus confortable, mais honnêtement il vaut mieux passer une nuit sur un canapé lit, une nuit correcte, plutôt qu'une nuit qui est complètement hachée. Donc ma chérie, qui allait toutes les 2 heures, elle est crevée, c'est normal. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, quand on a un enfant et qu'on veut l'allaiter. Et pour la soutenir au maximum, moi j'essaie de récupérer mon fils le plus tôt le matin. Donc je me lève aux alentours de 6h, 6h30, et j'essaie de le récupérer un petit peu après m'être levé, pour qu'elle puisse récupérer quelques heures de sommeil où elle est tranquille. Et en fait, ce que j'ai appris aussi, c'est que dans une situation chaotique, quelle qu'elle soit, quand on est en couple, il faut vraiment se considérer comme une équipe. Comme une équipe où on va se soutenir l'un et l'autre, où on va vraiment mettre notre ego de côté pour que la situation se déroule au mieux. C'est-à-dire que au lieu de prendre du temps tout le temps pour vous, ou de faire des choses qui peuvent être égoïstes, traîner sur les réseaux, regarder votre série ou quoi que ce soit, enfin, demandez-vous qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, pour que ma chérie se sente mieux, pour que mon fils se sente mieux, pour que au final la famille se sente mieux. Parce que maintenant il ne faut plus réfléchir en termes d'individu, mais en termes de famille, et ça change complètement la donne. Il faut avoir une vision plus globale, en fait, une vision plus globale, puisqu'il y a un nouveau membre dans votre famille, et ça change complètement la dynamique dans le couple et dans la famille. Maintenant, bien sûr, pour optimiser mon sommeil, je fais toujours attention à mon exposition à la lumière naturelle. Donc ce que je fais, c'est que tous les matins, avec mon fils, je vais sur ma terrasse, et dès que le soleil est levé, on y va, on s'expose 5 minutes quand le soleil est présent, puisqu'il suffit de 5 minutes pour réguler les rythmes circadiens. Donc, comme vous le savez, les rythmes circadiens sont hyper importants pour réguler votre sommeil, votre éveil, vos niveaux d'énergie, de concentration dans la journée. Donc c'est vraiment primordial de prendre le soleil minimum 5 minutes le matin, le plus tôt possible après le lever. Donc moi je me lève avant le soleil, donc j'attends qu'il se lève pour le prendre. Et si il fait gris, eh bien, il faut quand même sortir prendre la lumière naturelle, mais il faut simplement rester plus longtemps, environ une dizaine de minutes, 10-15 minutes, pour avoir la même quantité de lumière qui va pénétrer nos yeux et indiquer à notre cerveau
ok, c'est l'heure de se réveiller, je vais sécréter du cortisol, je vais sécréter de la dopamine, de la noradrénaline, de la sérotonine, voilà, ce cocktail de neurotransmetteurs et d'hormones qui vont vous aider à être bien éveillé, bien concentré et à être au top, même au niveau de l'humeur, pour le reste de la journée. Et en plus, lorsque vous indiquez à votre cerveau dès le matin que c'est l'heure de se réveiller, il va programmer la sécrétion de mélatonine à la tombée de la nuit. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui va induire le sommeil. Donc c'est cette hormone qui va vous donner une sensation de fatigue et de torpeur un petit peu et qui va vous aider à vous endormir. C'est également l'hormone qui va vous permettre de vous maintenir endormi. Et du coup, si vous n'avez pas ce signal-là le matin quand vous vous réveillez, en tout cas dans l'heure qui suit le réveil, vous allez voir, ça va vraiment impacter négativement le reste de votre journée et possiblement aussi votre sommeil. Un bon sommeil ne se prépare pas au moment du coucher, mais il se prépare dès le réveil. Donc levez-vous, exposez-vous à la lumière naturelle, et ce qui peut être aussi un autre signal puissant, c'est le mouvement pour déclencher l'éveil. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand mon fils joue le matin, il joue sur son tapis, voilà, il est en pleine exploration, il découvre plein de choses, c'est ses nouvelles capacités, de jour en jour, il fait des progrès, c'est trop beau à voir. Et ben, pendant que lui, il fait ses petits exercices du matin, ben, moi, à côté, quand je peux, quand la situation me le permet, je fais une routine de mobilité qui me prend 10 minutes au maximum. Donc qui consiste à mobiliser toutes mes articulations, toutes les articulations du corps, dans toutes les dimensions, les 3 dimensions. Donc rotation, flexion, extension. Et en fait, ce mouvement-là va permettre d'apporter du sang au niveau des muscles, au niveau du cerveau. Ça va oxygéner du coup mon cerveau, donc ça va améliorer l'éveil. Et ça, combiné à la lumière naturelle, bah, c'est très puissant. Donc si jamais vous avez la possibilité, faites votre mobilité ou juste un petit peu de mouvement, pas forcément de la mobilité, mais ça peut être du yoga, ça peut être même des pompes, des squats, des tractions. Peu importe, il faut vraiment juste activer le corps sans forcément faire une séance intense, mais juste activer le corps. Et si possible, faites-le en extérieur. Le mieux, c'est pieds nus, connectés à la terre, exposés à la lumière naturelle. Et là, vous avez le combo parfait pour déclencher toute cette cascade de neurotransmetteurs et d'hormones qui va vous permettre de passer une bonne journée et d'avoir un bon sommeil. En parlant de routine matinale, il y a une erreur que j'ai faite et que j'aimerais vous épargner. C'est que j'ai essayé de maintenir exactement la même routine matinale que j'avais avant l'arrivée de mon fils. Et ça, c'est pas possible. En fait, il faut comprendre que quand il y a votre enfant qui arrive, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui va diriger, qui va contrôler le rythme de vos journées. Donc il faut s'adapter à lui et c'est pas à lui de s'adapter à nous. C'est-à-dire que quand il a faim, faut le nourrir. Quand il veut dormir, il faut le laisser dormir. Il ne faut pas le forcer à rester éveillé. Et malheureusement, quand on a des routines bien réglées, ça ne fonctionne pas. Donc le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Il faut adapter ces routines autour de l'enfant, autour du rythme de l'enfant, et faire, au lieu de faire par exemple une routine qui va être bien réglée, où on commence par la méditation, puis la respiration, puis une douche froide par exemple, là on va faire ce qu'on peut quand on peut. C'est-à-dire que si le bébé par exemple il veut faire sa sieste, là vous pouvez en profiter pour faire une méditation, puisque c'est un moment de calme, un moment où vous pouvez vous connecter à l'instant présent. C'est plus facile que s'il est en train de jouer, de crier, etc. Et voilà, toujours essayer de trouver le moment de faire peut-être une habitude, le moment qui sera le plus opportun, qui va le moins rajouter de friction et de tension en tout cas. Donc voilà, s'adapter, c'est primordial lorsqu'on a un nouveau-né. Donc voilà, pour résumer, je dors séparé pour l'instant de ma chérie et de mon fils, je le récupère, puis pendant qu'il fait ses petits exercices du matin, mais moi je fais ma mobilité. Et puis après, on va s'exposer tous les deux, dès qu'on peut, à la lumière naturelle.
Bien sûr, le soir, je fais attention aussi à éviter tout ce qui est lumière bleue. Ça, je le répéterai jamais assez, mais la lumière bleue, c'est vraiment une lumière qui va être néfaste pour justement la sécrétion de mélatonine, l'hormone dont je vous ai parlé juste avant. Puisqu'il y a énormément d'études aujourd'hui qui démontrent que la lumière des écrans, celle du téléphone, de la tablette, de l'ordinateur, de la télé, et même les lumières qui sont chez vous, les appliques murales, etc., elles envoient toutes de la lumière bleue. Et cette lumière, si vous allumez vos lampes le soir, si vous regardez vos écrans après la tombée de la nuit, et bien là, ça va réduire la sécrétion de mélatonine et du coup, vous allez avoir du mal à vous endormir, vous allez rester stimulé et vous allez avoir un sommeil qui va être de moins bonne qualité, vous allez potentiellement vous réveiller la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce que je fais depuis maintenant plusieurs années, c'est que dès que le soleil se couche, je tamise toutes mes lumières chez moi. J'utilise des lumières principalement jaunes, rouges, orangées, qui contiennent beaucoup moins de lumière bleue. Et je mets sur mon nez des lunettes anti-lumière bleue. Donc en ce moment, j'utilise les lunettes de Louis Kedoshim. Donc si tu passes par là, Louis, merci pour tes lunettes. Elles sont vraiment super efficaces. Donc c'est des lunettes qui vont bloquer en fait tous les rayons qui vont être néfastes pour la production de mélatonine. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que lorsque vous êtes dans des environnements que vous ne pouvez pas contrôler, vous êtes obligé d'avoir de la lumière, si vous sortez le soir, etc., vous mettez ces lunettes et là, vous êtes sûr d'être protégé. Ou même si vous devez être sur vos écrans après la tombée de la nuit, même si c'est pas forcément ce que je recommande, mais parfois on n'a pas le choix, et bien là, vous êtes protégé. Et au moins votre cerveau se retrouve un petit peu comme dans un environnement un petit peu comme si on était au temps de nos ancêtres où il n'y avait pas de lumière bleue après la tombée de la nuit. Et autre chose que je fais aussi pour optimiser mon sommeil, c'est de prendre certains compléments. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont anti-compléments. Chacun a son point de vue là-dessus, mais moi je pense qu'il y a certains compléments qui sont vraiment indispensables aujourd'hui, comme le magnésium. Il y a peut-être 80% de la population, je crois d'après les études, qui est carencée en fait en magnésium. Et le magnésium, c'est un minéral qui est impliqué dans des centaines de réactions chimiques dans votre corps. Et notamment, il est impliqué dans la relaxation nerveuse, la relaxation et la récupération nerveuse et musculaire. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je prends mon magnésium, je dors beaucoup mieux, je m'endors beaucoup plus facilement. Je me sens plus relaxé, mon système nerveux il est plus apaisé. J'ai un sommeil qui est plus récupérateur. Et j'ai vu la différence en fait quand j'arrête de prendre du magnésium. Une fois j'étais en rupture de stock et je peux vous dire que j'ai senti la différence. Je me suis réveillé pendant la nuit. J'étais beaucoup plus sensible au stress aussi. Parce que en fait le magnésium, il faut savoir que c'est un tampon du stress. Lorsque vous stressez, vous consommez du magnésium. Et donc si vous manque du magnésium, vous n'allez plus pouvoir gérer ce stress-là d'une manière aussi efficace. Donc voilà, moi le magnésium c'est vraiment indispensable. J'en prends tous les jours, tous les soirs avant de dormir, environ une demi-heure avant de dormir. Et je prends 4 gélules de celui de chez NutriPure qui a une bonne composition, même si c'est pas la composition la plus parfaite, parce qu'il y a un petit peu d'oxyde de magnésium, certains l'ont reproché, mais honnêtement moi j'ai pas de problème digestif. Et en fait c'est une composition de magnésium bisglycinate qui est hautement assimilable et de taurine et de vitamine B6. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une synergie qui va favoriser l'assimilation du magnésium. Donc, vous allez avoir une haute biodisponibilité. Et ce qui est intéressant avec la taurine, c'est que c'est aussi un acide aminé qui va réguler le système nerveux, qui va l'apaiser. Ça joue notamment sur le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur, qui est un petit peu la pédale de frein du système nerveux. Donc, ça va vous aider à vous calmer. Ça joue aussi sur la récupération cardiovasculaire. Donc voilà, c'est vraiment une belle synergie. Et moi, je ressens l'effet, honnêtement. Donc voilà un petit peu ce que je fais pour le sommeil. Est-ce que je fais autre chose? Une autre chose que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de votre sommeil aussi, c'est d'éviter de manger trop tard et trop lourd. On recommande de ne pas manger dans les 3 heures qui précèdent le coucher. Alors pour moi, c'est pas forcément facile de respecter cette règle tous les jours, mais j'essaie en tout cas de manger le plus tôt possible.
Et en général, c'est au moins 2 heures avant de m'endormir. Parce que si vous vous couchez avec le ventre plein, avec le ventre lourd, si vous mangez trop gras ou trop protéiné le soir, en fait, vous allez avoir une digestion qui va être lente et toute l'énergie, enfin pas toute l'énergie, mais une grosse partie de l'énergie de votre corps va être allouée à la digestion. Et pendant la nuit, vous ne voulez pas que votre énergie soit allouée à la digestion, vous voulez qu'elle soit allouée à la récupération, à la régénération nerveuse, articulaire, musculaire, cellulaire, voilà. Donc il faut entrer en état de jeûne le plus rapidement possible avant de dormir. Et d'ailleurs, il y a une petite astuce que j'ai intégrée depuis quelques jours, depuis que j'ai vu un podcast du docteur Andrew Huberman, donc le neuroscientifique hyper connu, qui parlait en fait de la berbérine. Et, la berbérine, c'est une plante qui agit un petit peu, qui a des effets quasiment aussi puissants que la metmorphine, qui est utilisée pour les personnes qui sont diabétiques. Donc en fait, quand vous prenez de la berbérine, ça va diminuer la glycémie, ça va favoriser la rentrée du glucose dans les cellules, et du coup vous allez rentrer en état de jeûne pour la nuit d'une manière plus rapide. Donc ce que je fais, c'est que dès que j'ai fini mon repas, je prends de la berbérine, et en fait ça me permet d'accélérer ce processus pour avoir un sommeil qui sera plus récupérateur. Maintenant, j'aimerais aborder le pilier du mouvement. J'en ai un petit peu parlé avec la mobilité tout à l'heure, mais là je vais vous parler plus spécifiquement de l'entraînement. Comment j'ai fait pour maintenir un bon physique pendant cette période chaotique, pendant 4 mois. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, je m'entraînais en salle de sport. Donc j'allais à environ une dizaine de minutes de chez moi. Et je faisais une séance d'environ 1 heure, 1 heure et quart avec l'échauffement inclus. Donc au total, ça me prenait à peu près 1h30, 1h03 selon les jours pour faire mon entraînement et revenir. Si je rajoute à cela le fait de se changer dans les vestiaires, la douche, on est presque à 2 heures. Et comme je savais que mon temps allait être complètement réduit avec l'arrivée de mon fils, surtout pendant les premiers mois, j'ai pris la décision de m'entraîner à la maison avec un type d'entraînement minimaliste. Donc peu de matériel, seulement une paire d'anneaux, une paire d'élastiques et une paire d'haltères qui va seulement jusqu'à 7 kg chacun. Et pourquoi j'ai pris cette décision ? Parce que en m'entraînant chez moi, déjà j'ai pas l'aller-retour, j'ai pas forcément à me changer, etc. Donc ça me fait gagner du temps. Et puis je me suis dit aussi ça peut être un petit challenge d'essayer de maintenir et pourquoi pas progresser, c'est ce que je pensais, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça. Pourquoi pas progresser aussi avec un entraînement minimaliste comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé avant même l'arrivée de mon fils, quelques semaines avant, je me suis créé mon programme d'entraînement aux anneaux et avec le peu de matériel que j'avais, en essayant de reproduire un petit peu ce que je faisais avant en termes de mouvement. Donc par exemple, si je faisais des dips, là je faisais des dips aux anneaux. Si je faisais des tractions, je faisais des tractions aux anneaux. Si je faisais des écartés aux haltères, là je faisais des écartés aux anneaux. Et en fait, ce qui est vraiment fun, je trouve, avec les anneaux, c'est que c'est très versatile. En fait, il y a énormément d'exercices qu'on peut créer. Il faut être un petit peu curieux, aller chercher sur YouTube des exercices parce qu'on n'a pas forcément... Il y a des exercices auxquels on ne pense pas forcément, mais on peut arriver à travailler tous les muscles du corps et même les épaules. Je ne pensais pas que c'était possible, mais même les épaules, on peut les travailler, enfin la partie latérale qui est souvent difficile à travailler quand on travaille au poids du corps, mais même ça on peut le faire. Donc voilà, je me suis lancé dans un entraînement minimaliste comme ça, très efficace. Et pendant 4 mois, donc je m'étais désabonné de la salle carrément, et pendant 4 mois, je me suis entraîné uniquement avec les anneaux au poids du corps, et de temps en temps, je me lestais un petit peu avec les haltères que j'avais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant le premier mois, j'avais un sommeil qui était chaotique, comme je vous l'ai dit, donc j'avais du mal à m'entraîner. Je faisais 1 ou 2 entraînements par semaine. Et encore, et je trouve que ça me permettait quand même de maintenir ma masse musculaire.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus facile de maintenir une masse musculaire que de la construire. Donc en fait, pour maintenir votre masse musculaire, vous avez besoin de beaucoup moins de volume d'entraînement que si vous voulez construire du muscle. Et c'est ce qu'on appelle le volume minimum. Le volume minimum, je crois que ça s'appelle tout simplement comme ça. C'est un terme en fait qui a été créé par Dr Mike Israetel, qui est un chercheur et bodybuilder, donc chercheur dans le domaine de l'entraînement. Et en fait, vous avez le volume minimum, c'est celui qui est nécessaire pour maintenir votre masse musculaire, et il varie en fait en fonction des muscles. Vous avez certains muscles pour lesquels ça va être plus facile de maintenir votre masse musculaire parce que vous avez un certain avantage au niveau génétique peut-être, et puis d'autres, c'est que vous allez avoir besoin d'un peu plus de volume. Donc moi, typiquement pour les pecs, vu que j'ai une morphologie qui est désavantageuse pour les pecs, eh bien, je suis obligé de faire un petit peu plus de volume pour maintenir cette masse musculaire par rapport aux jambes par exemple, où j'ai un avantage biomécanique et morphologique. Donc j'avais mis un petit peu plus d'accent sur les pecs que sur le reste, mais j'avais quand même diminué le volume d'entraînement parce que pendant cette période-là, le but, ce n'est pas de progresser, parce que votre corps n'est pas dans un état idéal où il peut être en anabolisme. Il est dans un état un petit peu de survie, parce que vous avez du stress, parce que mine de rien, un bébé qui pleure, souvent c'est stressant. Vous avez un manque d'énergie, donc vous ne pouvez pas aller chercher les dernières répétitions qui vont vous permettre de progresser. Si vous manquez de sommeil, vous ne pouvez pas bien récupérer. Donc c'est complètement contre-productif d'essayer de progresser à ce moment-là. Ça, je l'ai compris très vite. Donc très vite, j'ai réduit mon volume pour atteindre ce volume minimal pour pouvoir maintenir ma masse musculaire. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais combien de séries par exercice, par muscle, etc. Alors ça, c'est vraiment individuel. Ça dépend de votre niveau d'entraînement. Ça dépend, donc si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé, ça dépend aussi du muscle en question. Ça dépend de votre morphologie. Ça dépend de la longueur de vos muscles, de comment ils sont insérés au niveau de vos os, etc. Donc ça, je ne peux pas vous donner une réponse et c'est à vous de trouver. C'est par essai et erreur qu'on arrive à déterminer. Moi, par exemple, pour les jambes, je sais que si je fais 3 séries de squats, ben, j'arrive à maintenir ma masse musculaire. Pour les pecs, ça va être plus. Il m'en faut au moins peut-être 12 de séries. Donc voilà un petit peu le tour par rapport à l'entraînement. Donc je faisais la musculation. J'ai pas fait trop de cardio parce qu'honnêtement, j'avais pas l'énergie pour ça. Et ce que je faisais à la place, c'était ce que je fais, c'est de marcher le plus possible. Parce que c'est une forme de cardio à faible intensité qui va peu impacter mon système nerveux et qui va me permettre quand même de bouger mon corps, de maintenir une bonne vitalité sans forcément impacter ma récupération. Donc encore une fois, votre corps n'est pas dans les bonnes conditions pour être en état d'anabolisme, de construction musculaire. Donc là, on essaie juste de maintenir, de limiter la casse pendant cette période un petit peu chaotique. Maintenant, on va aborder le troisième pilier, donc l'alimentation. L'alimentation aussi, c'est un pilier fondamental, comme vous le savez, puisqu'on va apporter les briques de base essentielles pour tout ce qui construit notre corps, que ce soit les muscles, que ce soit les neurotransmetteurs, que ce soit les hormones, que ce soit les os, les articulations. Donc c'est vraiment important, dans une période chaotique, d'apporter un maximum de nutriments, de micronutriments qui vont vous aider à bien récupérer. Et ce qu'on avait fait avec ma chérie, c'était avant la naissance d'Aiden, pour l'aider à bien récupérer elle aussi, parce que la grossesse ça demande énormément de ressources nutritives, et la plupart des femmes qui viennent d'accoucher sont carencées. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait préparé du bouillon d'os et de moelle à l'avance, parce que c'est un breuvage ancestral qui est très dense en nutriments. On va retrouver beaucoup de minéraux, notamment le calcium, et très riche en collagène aussi, donc ça va permettre de régénérer les articulations, et ça va permettre aussi d'améliorer la qualité de la peau, en tout cas de maintenir une bonne élasticité au niveau de la peau. Et quand on manque de sommeil, c'est pas plus mal, parce qu'on sait à quel point le sommeil va impacter aussi la qualité de la peau si on en manque. Et puis on a aussi
fait pas mal de jus de légumes. Donc ça aussi, je suis un fan de jus de légumes parce que c'est une solution facile pour apporter un maximum de nutriments. Donc si vous avez un bon extracteur à jus avec extraction lente et avec extraction à froid, ça c'est important parce que sinon vous allez détruire les nutriments pendant l'extraction, et bien vous allez avoir une boisson qui est riche en vitamines, en minéraux qui sont facilement digérables, facilement assimilables. Ça c'est important parce que si par exemple vous manquez de sommeil, votre digestion elle va être plus faible, vous allez avoir une force digestive qui va être réduite. Et donc les jus de légumes deviennent intéressants à ce moment-là parce que vous apportez une boisson, vous apportez des nutriments qui demandent très peu d'efforts digestifs. On a aussi, quand on avait la flemme ou pas le temps de faire des jus de légumes, parce que ça prend un petit peu de temps quand même, il faut le dire, ça prend peut-être 10-15 minutes, le temps de nettoyer aussi l'extracteur, peut-être un petit peu plus selon le volume que vous faites. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté du jus d'herbe d'orge, mais en poudre. Alors c'est différent de l'herbe d'orge en poudre. En gros, le jus d'herbe d'orge en poudre, c'est de l'herbe d'orge dont on a extrait le jus, et ce jus-là a été réduit en poudre, ce qui est différent. Et donc là, vous avez un petit peu l'équivalent d'un jus de légumes. Donc c'est blindé de minéraux et de vitamines qui vont vous revitaliser. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez gagner du temps. Vous n'avez pas besoin de faire votre jus. Vous avez juste besoin de mettre une cuillère de cette poudre de jus d'herbe d'orge dans un verre d'eau. Vous le mélangez et vous le buvez. Donc ça, on le faisait tous les matins quand on n'avait pas le temps de faire un jus de légumes, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pratique. Bien sûr, moi je trouve que c'est toujours bien de faire des jus de légumes parce qu'avec les jus de légumes, on apporte une variété de légumes, donc une variété de vitamines et de minéraux. Là, dans le jus d'herbe d'orge, vous avez quand même une bonne variété, mais voilà, ça reste toujours les mêmes minéraux et vitamines que vous apportez. Donc c'est bien d'apporter d'autres vitamines et minéraux d'une autre manière. Et une autre astuce aussi qu'on a intégrée récemment, ça c'est vraiment un cheat code vraiment pas mal, c'est d'intégrer dans les plats quotidiens, dans les salades notamment, du germe de blé ou de la levure de bière. En fait, vous trouvez ça au rayon bio, et le germe de blé et la levure de bière contiennent beaucoup de vitamines du groupe B, donc qui sont importantes pour tout ce qui est métabolisme énergétique notamment, mais pas que. Et dans le germe de blé, vous avez aussi de la vitamine E, qui est un antioxydant puissant, donc qui va vous aider à garder une belle peau et à éliminer les radicaux libres, et donc à réduire le risque de développement de cancer, etc. Et ça, c'est vraiment une astuce facile parce que vous avez juste à mettre une cuillère à soupe dans votre salade de chaque, et c'est super bon au goût en plus. Donc voilà, on a intégré ça aussi. Donc ça, c'est des petites astuces, mais bien sûr, la base, vous la connaissez déjà, je pense, c'est une alimentation brute et dense en nutriments. Donc on a toujours de la viande, viande rouge, des abats aussi. Les abats sont blindés de nutriments biodisponibles. Le foie de bœuf par exemple, le cœur aussi, excellent pour la santé. Le cœur qui est riche en coenzyme Q10, qui est bon pour les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques des cellules, pour le cerveau. Et donc les abats, bien sûr des légumes aussi, avec les fibres, c'est bien aussi d'en avoir. Il ne faut pas boire que des jus de légumes non plus. Des poissons gras, voilà, maquereau, saumon, hareng, sardines, ça c'est vraiment excellent pour les oméga 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu de produits laitiers crus, fromage au lait cru, voilà, qui sont plus digestes et plus riches en nutriments que les produits laitiers pasteurisés, si vous les digérez bien, bien sûr. Et puis, en termes de protéines, on a aussi les œufs. Les œufs sont blindés de nutriments, surtout le jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf, mangez-le cru pour garder tous les nutriments qui sont dans le jaune d'œuf. Donc mollet ou au plat, par exemple, c'est super. Puis en termes de glucides, ben voilà, on va se tourner sur tous les glucides qui sont à indice glycémique bas et le plus possible sans gluten. Donc on a le sarrasin, la farine de patate douce avec lesquelles je fais mes pancakes. On a aussi le pain au levain aussi qui est pas mal, avec des farines ancestrales, comme le courrasan ou même au sarrasin, c'est pas mal. Voilà un petit peu le tour. Petite parenthèse, c'est Bastien du futur qui est en train d'éditer le podcast.
je me suis rendu compte que j'ai carrément oublié de mentionner plein de glucides que je mange au quotidien, comme les patates douces, les bananes plantains et une grande variété de fruits. Et aussi le miel. Voilà, le but c'était pas d'être exhaustif, mais voilà, juste te donner une idée de ce que je peux manger en termes de glucides. Enfin, c'est ce que j'enseigne en fait dans ma méthode Vitalis Nutrition. Si vous ne connaissez pas, c'est une méthode de nutrition ancestrale qui est orientée santé masculine, puisque c'est une méthode dans laquelle on va voir tous les nutriments qui sont essentiels pour une bonne vitalité masculine, pour soutenir les hormones comme la testostérone, comme la thyroïde, pour avoir un bon métabolisme. Et c'est aussi une méthode dans laquelle vous apprenez à organiser votre cuisine, à préparer vos plats. Vous avez 80 recettes ancestrales. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cet épisode-là. Et bah, du coup, moi, c'est cette alimentation que je suis dans mon quotidien. Voilà, tous ces aliments qui sont denses en nutriments, qui sont digestes et qui sont adaptés à notre biologie qui est ancestrale finalement. Puisqu'il faut savoir que notre biologie n'a quasiment pas évolué depuis l'apparition du premier Homo sapiens sapiens. Et pourtant, notre environnement et notre nourriture a radicalement changé. Donc il faut essayer de revenir vers une alimentation qui nous correspond mieux au niveau biologique. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode-là, c'est justement pour aider d'autres hommes à savoir quoi manger, comment les préparer, comment manger des abats aussi, parce que la plupart des gens me disent mais comment on cuisine les abats, savoir comment maximiser la densité nutritionnelle des aliments. Donc selon certains aliments, vous allez avoir des aliments qui vont perdre leurs nutriments si on les cuit d'une certaine manière. Donc on va privilégier par exemple, je sais pas, la cuisson à la vapeur, le trempage des oléagineux si vous mangez des oléagineux, etc. etc. Et dernier point concernant la nutrition, c'est de toujours anticiper les choses, c'est-à-dire de toujours prévoir à l'avance. Quand vous cuisinez toujours pour 2-3 jours. Si vous faites des patates, faites-en pour 2-3 jours. Si vous faites du riz, faites-en pour 2-3 jours. Bien sûr, il y a certains aliments qu'on ne peut pas préparer à l'avance, comme la plupart des protéines. Mais même les œufs, par exemple, moi, je fais toujours des œufs mollets parce que justement, je peux en préparer à l'avance. Si vous faites des légumes aussi, faites-en à l'avance. Et congelez si vous pouvez. Voilà, la congélation, ça va maintenir les nutriments, ça va éviter leur dégradation, donc c'est vraiment intéressant. Et puis aussi prévoir pourquoi pas aussi des légumes surgelés qu'on peut acheter chez Picard ou autres magasins de surgelés qui sont bio. Et certains sont contre, mais moi je trouve que c'est super intéressant parce qu'en fait les légumes sont congelés dès leur récolte, donc vous maintenez un maximum de nutriments, alors que si vous prenez des aliments par exemple qui sont sur les étalages, des légumes, des fruits, ben, en fait ils vont perdre graduellement leurs nutriments au cours du temps. Donc c'est quand même pas mal, je trouve, d'avoir une petite réserve de certains légumes, en tout cas dans le congélateur, au cas où on n'a pas le temps de cuisiner des légumes frais. Maintenant, j'aimerais bien faire un point sur comment trouver sa place en tant que père lorsqu'on a un nouveau-né. Et moi, j'ai vraiment eu du mal pendant les premiers temps à trouver ma place en fait dans la famille, parce que le nourrisson, il est connecté à sa mère depuis avant la naissance. En fait, la mère et le bébé, ils ont 9 mois d'avance sur le père. Ils ont déjà cette connexion intra-utérine qui est très forte. La mère qui nourrit l'enfant à travers le cordon ombilical et le bébé qui entend les battements du cœur de la mère, qui entend sa voix en permanence. Et du coup, il y a ce lien déjà qui se crée, ce lien fusionnel qui est créé avant la naissance de l'enfant. Et même après la naissance, le bébé, il est toujours dépendant de sa mère. Il a besoin de sa mère pour se nourrir. Et sans sa mère, en fait, il ne peut pas survivre. Donc, il est connecté à elle encore d'une manière très très forte, avec un lien presque fusionnel, et à travers l'allaitement notamment, où même l'enfant, en fait, apparemment, pendant les premiers mois de vie, l'enfant ne fait pas la différence entre son corps et celui de sa mère. Donc pour lui, c'est sa mère, c'est lui aussi. Il n'y a pas de distinction. Et du coup, quand on est père, quand on devient père, on a du mal à s'intégrer à cette relation-là parce que on n'a pas le bébé n'a pas besoin de son père à un niveau déjà physiologique. Et nous, on se sent un petit peu à l'écart. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que on se sent un petit peu à l'écart. On a l'impression de pas pouvoir. On a l'impression parfois qu'on sert à rien. Et bien sûr, c'est qu'une impression. Je tiens à le préciser. C'est que moi, je m'occupais en fait de tout le reste, de tout ce
dont je pouvais m'occuper et qui pouvait soulager ma chérie et mon fils. Donc je m'occupais de la maison, je m'occupais de faire à manger, je m'occupais de faire la vaisselle, voilà, les tâches du quotidien, les tâches ménagères, de travailler aussi, et voilà, de soulager au maximum ma chérie comme je le pouvais, en lui apportant de l'eau pendant qu'elle allaitait, parce que si vous avez une femme qui allaite, vous savez à quel point elles ont soif au moment d'allaiter, ce qui est normal. Voilà, des petites choses comme ça, et en fait, c'est là déjà que le rôle de père, il prend sa place, même si c'est pas directement avec un lien aussi fort avec l'enfant, mais c'est déjà soutenir d'une manière un petit peu logistique la famille. Et après, on peut aussi, moi là où j'ai réussi à créer le lien avec mon fils, c'est dans des petits moments, donc entre 2 tétés et entre 2 siestes aussi, c'est à travers le regard. Moi j'ai trouvé que dès les premiers instants de vie, en fait, on arrive à avoir une connexion très profonde à travers le regard. Et c'est vraiment magique. Franchement, si vous devenez père un jour, faites cet exercice de fixer votre enfant dans les yeux pendant le plus longtemps possible, autant de temps qu'il vous regarde. Et vous allez voir, vous allez vous connecter à l'infini, vous allez vous connecter à l'univers, à un amour qui est infini. Et c'est vraiment magnifique. Donc ces moments de connexion-là, c'est là où on peut créer déjà ce premier lien entre le père et le fils. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bien sûr, il y a aussi des moments de câlin, quand on va le bercer, par exemple, pour l'endormir avant une sieste, ou même dormir avec lui pendant une sieste. Le simple fait qu'il soit contre vous aussi, quand vous le portez. Donc moi, quand on va se balader, par exemple, en nature, je l'ai en écharpe de portage. Et ça, c'est vraiment excellent parce que vous avez le bébé contre votre poitrine, donc il entend votre cœur, il sent votre odeur, vous avez un contact physique, le peau à peau, c'est très important. Et ce contact-là va créer le lien. Et on sait que le contact physique, en fait, déclenche la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc cette hormone est libérée d'une manière massive pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Et c'est pas pour rien, c'est pour créer et maintenir ce lien. Et bien, entre un père et son enfant, c'est la même chose. Mais peut-être d'une manière un petit peu moins importante, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer ce lien affectif, émotionnel avec votre enfant. En tout cas, c'est, je pense, pour moi, la meilleure des manières de commencer à trouver sa place en tant que père. Et puis en fait, au fur et à mesure des mois, parce que maintenant, Aiden, il a 4 mois, et vous allez voir que le bébé évolue très vite, il apprend beaucoup de choses très rapidement, il va être beaucoup plus attentif à vous suivre du regard, à vous observer, à interpréter vos émotions, à rire aussi, les premiers rires et les premiers sourires, c'est magnifique. Et c'est aussi, je trouve, à partir du 3e, 4e mois, où on peut commencer un petit peu à jouer avec son enfant. Avant, on peut, hein, mais c'est plus délicat, on fait un petit peu plus attention. Mais à partir du 3e et 4e mois, là, le jeu est beaucoup plus facile. Et je trouve que le rôle du père, il est aussi souvent dans le jeu, puisque c'est à travers le jeu qu'on va apprendre à notre enfant à acquérir de nombreuses compétences dans la vie. Et voilà, moi, c'est en jouant avec lui que je crée aussi cette connexion-là. Donc voilà, si jamais tu es un jeune papa et que ta femme vient d'accoucher et que tu as du mal à trouver ta place, sache que en fait, c'est normal au début de se sentir un petit peu exclu, mais qu'il y a plusieurs manières de créer cette connexion-là. Parce que nous, il faut qu'on rattrape notre retard. On a 9 mois de retard par rapport à la mère et le bébé, donc ça prend du temps et c'est normal. Et un autre point que j'aimerais aborder dans ce podcast, c'est comment maintenir une connexion avec sa partenaire malgré l'environnement qui est chaotique. Alors je vais être honnête avec vous, le premier mois, je pense que les 2 premiers mois, c'est les plus difficiles et on a très peu de temps pour nous ou pour le couple. Les moments pour nous sont minimes parce que le bébé est très demandant et il y a la fatigue aussi, la mère qui a besoin de se reposer. Donc la priorité, c'est pas forcément au couple, c'est tout simplement à l'enfant à ce moment-là.
Alors bien sûr, ça n'empêche pas, je trouve, d'essayer quand même de maintenir cette connexion d'une manière ou d'une autre. Et, et en fait, il faut prendre ce qu'il y a à prendre en fait. Dès que moi j'avais l'opportunité de faire un petit câlin à ma chérie, de lui dire un petit mot doux, ou même de lui envoyer un petit message pour lui dire que j'étais reconnaissant de tout ce qu'elle faisait, ou lui dire à voix haute, lui faire des petites attentions, lui préparer des choses qu'elle aime, des petits détails comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi, je pense, à maintenir la connexion. Après, je dis pas que ça a été facile, parce qu'avec le manque de sommeil, on devient plus sensible, etc. Donc il y a toujours des petits moments de tension. Je pense que c'est un petit peu normal, mais voilà, essayer de prendre ce qu'il y a à prendre et de trouver la moindre petite opportunité de montrer qu'on a toujours de l'affection pour sa partenaire et de la soutenir comme on peut aussi. Ça, c'est une preuve d'amour aussi de soutenir sa chérie de la meilleure des manières possibles. Puis par la suite, quand le bébé commence à trouver un petit rythme, qu'on commence aussi à mieux le connaître et à connaître ses habitudes, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et à mieux organiser les journées, ben là ça devient plus facile. Après, n'hésitez pas aussi, je pense, à vous entourer de personnes, si vous avez de la famille, qui peut vous aider aussi à prendre le bébé de temps en temps, même si c'est juste quelques heures entre deux tétés, ça peut aussi vous soulager énormément et puis vous donner du temps pour retrouver ce lien, cette connexion avec votre partenaire. Parce que voilà, le temps est très limité quand on est jeune parent et il faut savoir demander de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de dire ok, j'ai besoin de temps avec ma chérie, seule, ou de temps pour moi. Et voilà, c'est important, je trouve, de maintenir le lien parce que c'est comme ça que le couple, et si le couple va bien, la famille va bien. Un autre point que je voulais aborder par rapport au couple, c'est la communication. C'est hyper important de maintenir une communication permanente, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses frustrations. Parce que si on reste dans le silence et qu'on prend tout sur soi, en fait, ça va finir par retomber sur l'autre. Retomber sur nous, puis retomber sur l'autre. Parce que si on prend tout sur nous, on se crée un stress, on se crée une pression immense. Mais en même temps, au bout d'un moment, la pression, elle va sortir. Donc ça va se répercuter sur votre partenaire et même votre enfant, puisque l'enfant, c'est une éponge à émotions. Il s'imbibe en fait de toutes les émotions dans lesquelles il baigne. Donc si vous êtes stressé, si vous êtes frustré, votre enfant va le ressentir. Et ça va être d'autant plus difficile de gérer, de le gérer au quotidien. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que dès que j'ai quelque chose dès que je ressens une tension, une frustration, j'en parle à ma partenaire. Et si je vois que ma partenaire est tendue, qu'elle est fatiguée, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais essayer de comprendre, je vais lui demander de me parler, d'exprimer ce qu'elle ressent pour pouvoir, moi, lui apporter mon aide. Et comme je l'ai dit en début de podcast, en fait, il faut voir le couple comme une équipe. Si vous avez votre partenaire qui se sent mal, ça va vous retomber dessus, ça va retomber aussi sur votre fils. Et inversement, si vous vous sentez mal, ça va se répercuter sur votre famille. Donc vraiment, communiquer un maximum ses besoins, ses frustrations et aussi quand ça va bien. Voilà, dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. C'est très important pour la vie du couple et de la famille. Donc pour résumer un petit peu le plan d'action pour survivre dans des périodes de chaos, je dirais, premier point, prioriser le sommeil. Et ça, j'ai oublié de le dire aussi, mais faites des siestes quand vous pouvez, que vous soyez le père ou la mère. Faites des siestes parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez aussi récupérer d'une nuit un petit peu chaotique. Donc priorité au sommeil, un des piliers les plus importants. Une alimentation dense en nutriments et simplifiez-vous la vie. Standardisez au maximum les choses. N'essayez pas 50 000 recettes. Choisissez 10 recettes et répétez-les. Faites du batch cooking. Voilà, cuisinez à l'avance, congelez. Faites les courses une fois par semaine si vous le pouvez. Faites-vous livrer aussi si vous le pouvez. Ça va vous faire gagner du temps, de l'énergie. Ça va réduire aussi votre stress. Et
maximiser aussi la densité nutritionnelle en apportant aussi des super aliments ou des jus de légumes, des abats, du bouillon d'os et de moelle. Si vous cherchez des recettes, j'en ai celle du bouillon d'os et de moelle sur mon compte Instagram. Sinon, dans ma méthode Vitalis Nutrition, vous avez un livre de plus de 80 recettes ancestrales et très denses en nutriments. Ensuite, au niveau du mouvement, alors pour la femme c'est différent, moi je parle juste pour l'homme, pour le père. Maintenir son physique, c'est essentiel pour pouvoir servir au mieux sa famille. Donc ne cherchez pas à progresser à ce moment-là, votre corps n'est pas dans une situation qui est propice à la construction musculaire ou même à la recherche de performance. Essayez juste de maintenir votre physique et vos performances, ce sera déjà très bien. Et pareil, simplifiez-vous la vie. Si vous pouvez choisir un entraînement à la maison, si vous avez du matos, faites-le. Et aussi choisir un type d'entraînement qui est assez versatile, que vous pouvez faire un petit peu n'importe où. Si vous êtes en déplacement, c'est pas mal. Évitez les séances trop longues aussi pour éviter de trop épuiser le système nerveux. Et bien sûr, continuez à marcher en faisant des balades avec votre enfant et votre femme. Continuez à faire une routine de mobilité pour bien se réveiller le matin, c'est important. Ensuite, pour le couple, la communication, indispensable. Les petites attentions, les marques d'affection, d'amour au quotidien, c'est super important. Et se faire aider quand on peut. Et puis pour trouver sa place en tant que père, créer déjà ce lien à travers le regard dont je vous ai parlé, c'est super puissant. À travers le toucher, donc faire des câlins, dormir avec lui en écharpe de portage, tout simplement le bercer aussi. Ça crée ce lien avec l'enfant qui est parfois difficile à créer quand on est jeune papa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser une évaluation sur le podcast ou à laisser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. C'était Bastien, le druide moderne sur Vitaliscast. Je te dis à bientôt avec force et vitalité. Ciao ciao.